merci à vous pour avoir répondu présent à cette nouvelle webconférence de prévention santé proposée par la MGFI. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui concerne un grand nombre d'entre vous et d'entre nous, je dirais, le mal de dos. En effet, les douleurs dorsales et lombaires sont souvent à l'origine, j'allais dire, d'une réduction de l'activité physique, voire sportive. Pourtant, on le sait tous et on le sait de plus en plus, l'exercice physique aide à soigner le mal de dos, à condition bien sûr de bien le pratiquer. En outre, si on n'a jamais eu de douleur, si on n'a jamais eu de problème, nous vous expliquerons aussi ce soir comment éviter tout cela. Pour cela, je vais laisser la parole au professeur Boris Ancel et au docteur Arnaud de la Fontaine qui vont animer cette webconférence. Comme on vous le disait il y a quelques secondes, n'oubliez pas que vous pouvez interagir avec eux par le biais de chat qui est à votre disposition. Et nous nous retrouverons à la fin de cette webconférence pour faire un petit point sur les prestations proposées par les MGFI. À vous, Boris, et à vous, Arnaud. Merci beaucoup, Hugues, et merci beaucoup à vous, à la MGFI, de donner la parole à cette thématique qui est l'activité physique, le sport en général. Et là, aujourd'hui, les relations entre l'activité physique sportive et le mal de dos. Donc, avec nous, c'est Arnaud de la Fontaine. Arnaud de la Fontaine qui est à la fois kinésithérapeute, à la fois interne en médecine physique réadaptation, et à la fois, on peut le dire, champion de judo. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Arnaud? Non, bonjour à tous. Bonjour Boris, enchanté. Merci à la NGFI de nous accueillir aujourd'hui. Voilà, c'est tout à fait ça. On va discuter aujourd'hui du mal de dos et essayer de mieux comprendre pour mieux se soigner. Voilà. Donc là, comme le disait Hubert Tuel, le mal de dos, alors d'abord c'est fréquent, c'est un motif très important d'arrêt de travail. D'ailleurs, je crois que Arnaud, tu nous disais que c'est le deuxième motif de consultation chez le médecin généraliste, le fait d'avoir lombalgie aiguë. Vous savez, qu'on appelle souvent le tour de rein, mal au dos brutalement. Et puis c'est 30% des arrêts de travail de plus de 6 mois. Voilà, donc c'est un vrai problème. Donc ça, c'est un problème, on va dire, pour le travail, un problème social, mais puis c'est surtout un problème pour la qualité de vie. Et quand on a mal au dos, voilà, pas besoin de faire de photos, pas besoin de décrire les difficultés qu'on peut avoir. Donc il y a la lombalgie aiguë, la lombalgie chronique. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est deux choses. Premièrement, c'est que la lombalgie, et ça c'est peut-être une chose qu'on ne dit pas assez, la lombalgie se traite par l'activité physique et sportive, et souvent on pense l'inverse, donc ça c'est ce que Arnaud va nous démontrer. Et deuxièmement, ce qu'on va voir, c'est comment faire du sport sans se faire mal au dos, parce qu'on peut aussi se faire mal au dos en faisant du sport, et parfois on a plein de bonnes volontés, plein de bonnes intentions de faire des abdominaux par exemple, de faire des tractions, de courir, de marcher. On peut se faire mal au dos avec toutes ces activités physiques. Voilà, donc Arnaud, donne-nous déjà quelques chiffres pour confirmer ce qu'on est en train de dire assez rapidement, et puis montre-nous de l'intérieur ce que c'est que le dos pour comprendre ensuite comment on va en prendre soin. Alors, quelques chiffres très rapides pour ce qu'on appelle aujourd'hui le mal du siècle, la lombalgie ou le mal de dos. Bien sûr, on différencie, comme l'a dit Boris, au moins 3 phases. La première phase qu'on appelle le lumbago, vous bloquez le dos de façon aiguë, où la douleur peut durer en général entre quelques jours jusqu'à 6 semaines maximum. Ensuite, on peut passer à une phase un peu plus, on va dire, subaiguë, qui traîne un peu dans le temps, de 6 à 12 semaines. Et puis, si les douleurs continuent, on passe dans ce qu'on appelle la lombalgie chronique. Et c'est ce qu'on veut éviter absolument grâce à l'activité physique adaptée et à toutes les préconisations dont on reparlera tout à l'heure qu'on peut mettre en place pour éviter cette chronicisation du mal de dos au-delà de 3 mois lorsque les douleurs se poursuivent. Alors, le but, c'est dans cette lombalgie d'éviter tout le cercle vicieux avec la diminution des amplitudes articulaires, la diminution de la contraction des muscles et donc de leur sollicitation, qui entraîne
une augmentation des douleurs par sous-utilisation, une diminution de l'activité physique, une diminution de votre mobilité globalement. Et tout ça, ça forme un cercle vicieux qui accentue et auto-entretient vos douleurs. Alors très rapidement, quelques chiffres, hein. On l'a vu lors du sondage, on voit bien que 84% de la population a déjà eu au moins une fois mal au dos ou aura au moins une fois mal au dos dans sa vie. Ça correspond à peu près à 2 salariés sur 3. Ça touche, comme Boris l'a dit, un arrêt de travail sur 3, ce qui est énorme. Et surtout, c'est la première cause de handicap chez les sujets jeunes au travail de moins de 45 ans. Et globalement, si on prend toutes les causes de maladies professionnelles reconnues et les causes d'invalidité, c'est la 3e cause aujourd'hui dans les maladies qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Alors, il y a différents facteurs de risque, que ce soit dans votre vie quotidienne ou que ce soit au travail. Ces facteurs de risque, on peut bien sûr travailler dessus et essayer au maximum de les contenir, voire de s'en passer. Je parle par exemple au niveau du travail, pour toutes les professions qui font de la manutention manuelle, eh bien, on va voir qu'il y a toute une ergonomie à mettre en place, une façon de porter les objets et notamment les objets lourds pour diminuer les contraintes sur les vertèbres et sur les éléments anatomiques qui constituent le dos. Je voudrais te poser une question à ce sujet, Arnaud, tout de suite. Ces recommandations, est-ce que ça dépend de l'âge? C'est-à-dire, on a tendance à se dire que avant un certain âge, je sais pas moi, avant 40 ans, avant 30 ans, quoi qu'on fasse, on se fera pas mal au dos, et que c'est après 40 ou 50 ans qu'il faut vraiment faire attention. Est-ce que cette idée peut-être reçue que j'ai moi-même est juste? Alors, pas tout à fait. En fait, il faut prendre soin de son dos au quotidien. Et il y a bien sûr des gens qui ont moins de 30 ans qui peuvent développer des lombalgies aiguës et ou chroniques. Et donc, en fait, c'est une histoire de surveillance au quotidien toute sa vie, je dirais. En fait, il faut mieux être dans la prévention et dans l'entretien par l'activité physique adaptée, les étirements et la diététique toute sa vie pour retarder ou éviter l'échéance de l'apparition d'un mal de dos. Donc là, on voit effectivement sur cette image les facteurs de risque. Donc, on vous donnera, je crois, cette diapositive, si vous voulez, donc pour voir ce sur quoi on peut agir, que ce soit au travail ou hors du travail, parce que, comme tu dis, donc tu nous dis, c'est de la prévention, et que ce soit pour nous, que ce soit pour nos enfants, on doit peut-être leur apprendre comment protéger son dos finalement, hein. C'est ça ton message. Exactement. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays nord-américains et les pays asiatiques, notamment au Japon, où ils font beaucoup d'éducation posturale sur la colonne vertébrale, avec beaucoup de dépistage des problèmes de dos, que ce soit à l'école, au collège, au lycée. Et donc, ils ont mis en place tout un plan de santé de prévention, de dépistage des anomalies du dos, comme par exemple la scoliose, qui peut aussi occasionner des lombalgies. Qui se fait très précocement dans la société, en lien avec une culture de l'activité physique, du bien manger, du bien dormir, qui est vraiment très, très important dans la construction et la croissance des articulations et des muscles. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui se met en place dès le plus jeune âge dans certains pays. Et donc en France, on n'a pas de consultation, de dépistage, d'évaluation systématique des risques, peut-être en entreprise quand même, non? Alors, bien sûr, il y a la médecine du travail qui, en fonction du métier que vous faites, je pense par exemple aux militaires, où il y a certains facteurs de risque qui sont contre-indiqués à la pratique de la profession militaire, par exemple, la scoliose. Et ceux qui veulent faire les commandos et qui ont une scoliose, ils vont être très souvent empêchés de pouvoir faire cette activité par le médecin du travail. Donc, il y a un dépistage en fonction du type de métier, mais il n'y a pas effectivement de dépistage généralisé. Alors, donc, on a bien compris cette prévention. Montre-nous maintenant ce que c'est que le dos. Parce qu'on imagine parfois, certains nous disent j'ai mal au rein, et on a l'impression que la douleur au dos, c'est la douleur des reins. Est-ce que c'est les os? Est-ce que c'est les muscles? Est-ce que c'est les reins? Voilà, montre-nous de l'intérieur ce dos. Alors, je vais vous montrer, j'ai ramené avec moi un petit Oscar, ici, que vous pouvez voir à l'écran sur la caméra, qui est en fait un petit rachis lombaire. Alors, le rachis, c'est un des synonymes du dos. On parle de dos, on parle de rachis ou rachis, si on ne prononce pas le S, et on parle aussi de colonne vertébrale,
Tout ça, en fait, pour dire la même chose. On parle en fait de votre dos, tout simplement, qui est plusieurs vertèbres empilées. Entre chaque vertèbre, on a des amortisseurs, un système d'amortisseurs qu'on appelle le disque intervertébral, et on va y revenir. Votre dos ici, vous voyez, il est composé de vertèbres. On a 7 vertèbres cervicales qui partent de la base de la nuque jusqu'à la première côte. Ensuite, vous avez 12 vertèbres thoraciques, chacune des vertèbres thoraciques étant attachée à vos côtes pour former ce qu'on appelle la cage thoracique et protéger les organes nobles, dont le cœur et les poumons. Et puis ensuite, vous avez les 5 vertèbres lombaires ici, qui sont les vertèbres qui supportent le poids de toutes les autres et qui sont directement rattachées au sacrum qui se termine par le coccyx. Et vous voyez donc, si on regarde un petit peu plus près, ces images qui ressemblent à mon Oscar, on voit que la vertèbre, elle est composée de plusieurs parties. La partie antérieure de la vertèbre, qu'on appelle le corps vertébral, qui lui, en fait, est la charpente mécanique qui soutient le poids du corps. Et puis, sur les côtés et en arrière, des épines qu'on appelle les processus épineux et processus transverses. Et en fait, le processus épineux qui est ici, sur cet Oscar, c'est ce que vous pouvez toucher dans votre dos. Voilà. Ça, tu nous as montré l'os. Et souvent, on dit, mais moi, j'ai des disques qui se sont coincés. Je sais pas, on dit, j'ai une hernie discale. Alors, montre-nous les disques. Alors, les disques. Les disques, c'est ce petit amortisseur qui est composé ici entre 2 vertèbres, si je montre à la caméra, ce petit amortisseur qui est mobile et qui a 2 rôles importants. Le premier, c'est d'assurer une certaine stabilité et la deuxième, c'est deuxième fonction, d'assurer un amortissement des contraintes, puisque vous marchez toute la journée et donc les contraintes, quand vous posez le pied au sol, partent du sol et remontent directement jusqu'à la tête. Et ces contraintes, elles sont amorties par l'ensemble de vos muscles, de vos ligaments, et notamment quand vous portez des poids par ce qu'on appelle le disque intervertébral, où à l'intérieur, il y a une petite bille qu'on appelle le noyau, et ce noyau est entouré d'un anneau fibreux. Et en fait, quand vous faites des mouvements de torsion, si vous jouez au golf, que vous faites du karaté, du judo, que vous faites de la samba, voilà, ces mouvements de torsion en fait, et d'écrasement sont absorbés d'une part par l'anneau et d'autre part par cette petite bille de gélatine qu'on appelle le noyau. Et dans certains cas, quand il y a trop de pression sur les disques intervertébraux et sur les vertèbres, le noyau peut reculer et peut venir au contact ici, si je vous montre sur le Oscar, peut venir au contact, ce noyau, d'une racine nerveuse qui sort du foramen sur le côté de la vertèbre. C'est là où il y a un petit point rouge ici. Hein. Le disque est un petit peu bombé, le noyau pousse le disque. Et donc, ça vient directement au contact de la racine nerveuse et c'est ce qu'on appelle, effectivement, comme l'a dit très bien Boris, la hernie discale. Donc ça, c'est la hernie discale. Donc ce disque qui sert avant tout à amortir les chocs, quoi. C'est ça, hein? Exactement. Alors, si on fait un petit quiz et qu'on demande à nos auditeurs aujourd'hui et nos auditrices de nous dire si c'est vrai ou faux, est-ce que le disque intervertébral permet d'une part d'amortir les contraintes? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? D'autre part, est-ce qu'il permet de relier les vertèbres entre elles? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et troisième question, est-ce que il peut varier de hauteur ce disque dans la journée? Regarde, ce que je trouve le plus marrant, c'est, enfin marrant, plus insolite, c'est le troisième, parce que ça voudrait dire qu'on peut grandir, qu'on peut rapetissir. Donc dites-nous, voilà, levez la main ceux qui pensent que ça peut varier de hauteur dans la journée. Voilà, on va regarder combien d'entre vous. Moi, honnêtement, je dirais non, parce que ça me semblerait bizarre. Ça voudrait dire qu'on pourrait être plus ou moins grand. Je ne sais pas si c'est possible. Alors, est-ce qu'on peut grandir et rapetissir dans la journée? Eh bien, vous avez peut-être dû remarquer dans votre vie de tous les jours, quand vous vous levez le matin et que vous prenez votre voiture, parfois vous allez machinalement régler le rétroviseur central, alors que vous n'avez pas modifié votre champ de vision par rapport à la veille au soir où vous aviez garé votre voiture. Eh bien oui, quand on reste longtemps allongé et qu'on dort, le noyau gélatineux, en fait, qui est composé à 98% d'eau, va se recharger avec la pesanteur et donc ce qui explique que votre taille peut varier dans la journée, notamment le matin au réveil. C'est pour ça que quand vous montez dans votre voiture le matin au réveil et que vous réglez votre rétroviseur central, en général, vous le réglez vers le haut parce que vous avez gagné quelques centimètres.
Et d'ailleurs, on le voit très, très bien chez les astronautes. Donc là, je pense à Thomas Pesquet en ce moment, Cocorico, sélectionné comme capitaine de la mission future pour l'ISS. Eh bien, quand les astronautes reviennent sur Terre, ils ne peuvent plus marcher. Et la première cause de ça, c'est la compression importante de la, plus loin, pesanteur qui vient réécraser en fait les noyaux et les corps vertébraux parce qu'ils ont passé un certain temps dans l'espace en apesanteur et qui occasionne des douleurs de dos très importantes au retour sur Terre et empêche pendant quelques heures de remarcher. Voilà. Donc, c'était vrai. Alors maintenant, amortir, on l'a dit, relier les vertèbres entre elles. Qu'en est-il, Arnaud? Alors, relier les vertèbres entre elles, eh bien oui, on va voir que dans la diapo suivante, ce disque, il est relié à tout un tas de ligaments et donc il y a vraiment comme un réseau de toiles d'araignée et un maillage d'un ensemble de ligaments qui font que les vertèbres sont vraiment accolées, maillées les unes aux autres pour éviter en fait que vos vertèbres tout simplement se baladent quand vous faites un coup de pied de karaté ou que vous montez dans votre voiture. Voilà. Donc, il y a de l'os, il y a de l'os, il y a du disque intervertébral et troisièmement, il y a des ligaments aussi. Hein. Exactement, des ligaments à la fois devant, derrière et sur les côtés qui permettent de solidifier comme un maillage de tissu toutes les vertèbres les unes aux autres. Mais alors, quand on se fait mal, est-ce que c'est vraiment l'os qui est atteint ou est-ce que c'est le muscle qui est autour? Alors, quand on se fait mal, c'est une très bonne question. Ça peut être l'os, ça peut être les ligaments, ça peut être le nerf et ça peut être le réseau musculaire. En tout cas, ce n'est pas les reins. C'est-à-dire que les reins, ça peut faire mal, mais ça n'a rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui. On pourra répondre à des questions si vous en avez. Et donc, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que si vous avez mal en bas du dos, donc au niveau lombaire, ce qu'on appelle au niveau lombaire, au niveau où se trouvent les reins finalement, ou même un peu en dessous, eh bien, ce n'est pas les reins qui font mal. Ce ne sont pas les reins. Ce sont soit l'os, soit le muscle. Alors, effectivement, quand on dit j'ai mal au rein, en fait, l'expression, elle vient du fait que, anatomiquement parlant, vos deux reins se positionnent dans ce qu'on appelle la fosse lombaire, en regard à peu près de la troisième lombaire. Et donc, l'organe est logé là, mais il n'a effectivement rien à voir avec le mal de dos et la lombalgie. Donc là, tu nous as fait un descriptif anatomique. Bon, ceux qui voudront faire de l'anatomie iront voir. Et donc, tout ça, c'est intimement relié. Et c'est de ça dont on va parler quand on va parler donc des douleurs et des traumatismes qui peuvent se faire. Et puis aussi de ce qu'on va essayer de maintenir en forme grâce à l'activité physique. Hein. Il y a une chose dont tu vas nous parler, je pense, maintenant, c'est des nerfs, puisque on parle de sciatique. Et quand on parle de sciatique, on parle de nerfs. Alors, ces nerfs, quel rapport avec toute cette architecture anatomique? Alors, cette architecture anatomique, elle est bien sûr, en fait, on parle de caisson. Votre région lombaire, elle est, entre guillemets, protégée par tout le système qu'on a vu et par les muscles enfermés dans un caisson avec, ça c'est très important, votre diaphragme qui fait le socle du caisson, et donc ce qui veut dire d'emblée que le diaphragme est le muscle qui permet d'inspirer. Donc, le rôle de la respiration dans le soulagement des douleurs est très, très important et le contrôle de sa respiration puisque le diaphragme est directement en contact avec le socle du caisson. Ensuite, en dessous, vous avez le plancher pelvien et sur les côtés, devant et derrière, vous avez les abdominaux. Et tout ça, ça permet de protéger ce diaphragme, ce plancher pelvien et ses abdominaux. Ça permet de protéger les viscères et le système nerveux périphérique. En fait, quand on re-regarde notre Oscar, on a la vertèbre et de chaque côté des vertèbres, on a les nerfs périphériques qui sortent directement de la moelle épinière qui passe dans le canal central ici. Et en fait, c'est comme un réseau de télécom. Vous avez vos nerfs qui sortent directement de la source pour aller donner des informations sur la sensibilité et ou le fait de bouger, la motricité, au niveau de certains muscles. Et effectivement, quand le noyau part en arrière, on le voit bien ici, il peut venir tout simplement au contact de la racine nerveuse, appuyer sur le nerf et déclencher des douleurs qui peuvent être sous forme de picotement, sous forme de brûlure, sous forme de sensation de peau cartonnée, par exemple. Alors, c'est ce qui peut arriver quand on a une sciatique, par exemple, ou une cruralgie. Hein, donc, c'est des
différentes racines nerveuses, des parties de nerfs qui vont être notamment comprimées par une hernie discale. Alors, on va en parler dans un instant, mais je voudrais vous mettre dans le chat. On a fait une vidéo sur la chaîne PUMS, donc c'est l'occasion aussi de vous parler un instant de cette chaîne pour une meilleure santé, une chaîne qu'on a développée à l'Université de Paris en partenariat avec Résistance Publique Hôpitaux de Paris, une émission qui a pour but de fournir une information fiable, anti-fake, avec des conseils pratiques. Aujourd'hui, ce n'est pas simple de savoir qui nous parle quand on écoute des informations et des conseils santé. L'objectif, c'est que ce soit un collège d'experts hospitalo-universitaires qui vous fournissent cette information sans lien d'intérêt, de manière complètement indépendante. Et d'ailleurs, on a un partenariat avec la MGFI qui soutient cette chaîne, et vous avez des vidéos qui sont publiées mensuellement via la MGFI sur l'activité physique. Voilà, peut-être Hugues en redira un mot à la fin. Et je vous mets dans le chat une vidéo notamment que nous avions fait il y a quelques mois pour expliquer en images, en vidéo, un petit peu ce que c'est que la lombalgie et la lombosciatique, et avec des conseils pour protéger son dos. Revenons à ce que tu nous montres. Et donc, si on écoute depuis tout à l'heure, la sciatique, c'est un nerf qui va être comprimé. Un nerf qui va être comprimé par un disque qui va un peu se sortir de sa place. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est de protéger ces disques. Parce que la sciatique, ça fait mal. Et quand on a une sciatique, je pense que tout le monde ici a une fois une sciatique, des fois, on a du mal à s'en sortir. Et moi, ce qui me fait peur, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, qu'on comprime ce disque, on peut entraîner que ce noyau sorte et aille comprimer les nerfs. J'imagine que quand tu fais du judo, la pression est importante. Tu vas nous en dire un mot parce que c'est ton expérience. Maintenant, tout le monde ne fait pas ici du judo, et donc on aimerait savoir quels sont les gestes qui vont comprimer de manière excessive ce disque, et ces gestes qui risquent d'entraîner une hernie discale. Alors, c'est une très bonne question. Si on regarde un petit peu les pressions sur le disque. Alors, les pressions sur le disque, elles varient en fonction de la position de votre dos et du port de charge qui est associé. Donc, plus vous allez être penché en avant, avec les bras avancés qui portent un objet, donc ce qu'on voit dans les prises au judo, par exemple, plus vous allez augmenter la pression. Mais cette pression, elle est directement reliée à l'activité de vos muscles qui entourent le caisson qu'on a vu tout à l'heure. Les abdominaux, le diaphragme, le plancher pelvien et les muscles du dos. Donc, plus vos muscles vont être forts, et ces muscles s'insèrent eux-mêmes sur les ligaments, donc plus ces muscles vont être forts, plus ils vont venir renforcer les ligaments, plus vous avez de capacité à diminuer les pressions sur les disques. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on peut continuer à faire du judo, parce que, est-ce que toi, avec des prises de judo comme ça, en te penchant en avant, on a compris, tu t'es fait des hernies et surtout des lombosciatiques? Alors, moi, je ne me suis pas fait de hernie à proprement parler, mais j'ai pu avoir des douleurs à type de lombosciatalgie. Ce qui est important, c'est qu'il faut renforcer ces muscles-là et aussi apporter une importance aux muscles des jambes qui vont aussi prendre le relais du dos. Et ça, c'est très important. Il y a les muscles du caisson qui vous protègent, et il y a aussi des muscles qu'on appelle les muscles relais qui vont prendre le relais justement dans certaines positions. Et plutôt que vous penchez en avant, eh ben, vous allez plus jouer sur faire une fente avec les jambes, vous accroupir en pliant les genoux. Et donc, c'est toute la prévention, ce qu'on appelle l'économie articulaire. Alors, un petit mot pour les messieurs. Alors, je ne fais pas de sexisme, hein, mais juste pour vous dire, nous, quand on fait du sport, il paraît qu'on a souvent tendance à négliger les jambes. On a envie de développer les pecs, les bras, les épaules, le dos, et on rechigne un peu aux exercices des membres inférieurs. Et donc là, tu nous dis, surtout si on veut avoir un dos en forme, ce n'est pas que le dos qu'il faut travailler, c'est aussi les membres inférieurs, hein. Alors, tu vas nous faire un vrai faux dans un instant, mais on va répondre à quelques questions très concrètes, très pratiques,
qu'on nous pose là. Et la première, alors on pourrait en parler 1 heure, mais on va essayer de donner quelques pistes. Comment renforcer les muscles du dos? Ah, c'est une très bonne question et je remercie l'auditeur ou l'auditrice qui l'a posée. Martin. Martin. Alors, pour répondre à Martin, pour renforcer les muscles du dos, il faut toujours les travailler en association, premièrement, avec la respiration. Donc ça, c'est indispensable quand vous faites l'exercice. Il faut travailler l'exercice sur le temps expiratoire, puisque l'expiration, vos muscles du dos, notamment les muscles qui sont derrière, ont une fonction d'expiration. Et donc, pour les potentialiser, pour les recruter de façon plus importante, il faut associer votre exercice premièrement de musculation ou votre exercice d'activité physique adaptée avec la phase expiratoire. Ça, c'est très, très important. Donc ça, on va peut-être revoir après quelques exemples d'exercices que tu peux nous proposer avec les précautions qui s'imposent, hein. Mais Cathy nous demande, alors il y a plein de questions là-dessus, est-ce que ce n'est pas davantage la souplesse que le renforcement qu'il faut viser avant tout? C'est une très bonne question, Cathy. Effectivement, il y a une partie de renforcement musculaire et puis le muscle, il faut aussi l'étirer et notamment étirer les muscles des jambes et les muscles qui sont en arrière des jambes, qu'on appelle les ischio-jambiers, hein, qu'on voit bien chez le footballeur, qui sont très importants et qui sont souvent blessés. Ils sont souvent blessés parce qu'on a des muscles qui sont très forts au niveau du bas du dos, des ischio-jambiers en arrière de la cuisse qui sont un peu plus faibles. Et du coup, il faut qu'il y ait une compensation et il faut étirer ces muscles-là pour essayer de décharger un petit peu les lombaires. Donc, il y a d'une part étirer les muscles ischio-jambiers qui sont en arrière de la cuisse et d'autre part, effectivement, entretenir la mobilité de votre colonne vertébrale en général et du bas du dos. Donc, d'accord. Donc, en fait, c'est vraiment une prise en charge complète des muscles du dos, des muscles des membres inférieurs. On nous pose la question, est-ce que le yoga fait le job pour tout ça? Alors, il n'y a pas oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sport type. Tous les sports sont intéressants. Après, ça dépend de comment vous le pratiquez, comment vous faites votre échauffement, ce que les Américains appellent le warm-up. Est-ce que vous prenez les précautions de posture lorsque vous vous mettez en posture de yoga? Et vous voyez bien, on ne peut pas faire certaines positions du yoga pour quelqu'un qui a un niveau avancé à un débutant. Il y a tout un travail d'éducation, de préparation du muscle en fonction de votre degré de souplesse, de votre degré d'activité physique, de votre degré de force musculaire. Et donc, oui, le yoga peut faire le job, mais à condition de bien adapter la pratique à son état du dos, son état musculaire et son état de souplesse. Une autre question, les pilates. Est-ce que les pilates, c'est utile? Il y a monsieur ou madame Nouchet qui nous dit les pilates, c'est parfait, j'ai amélioré mon cas comme ça. Le Pilates, c'est très intéressant. En fait, c'est un petit peu, ça rejoint tout ce qu'on a dit. C'est des exercices de renforcement des muscles profonds des abdominaux, notamment le muscle transverse, qui est un muscle très important. Quand vous contractez les abdos, si j'ai un conseil à vous donner et que vous faites des exercices, même en voiture, arrêtez au feu rouge, vous allez contracter les abdos à fond en soufflant pendant 5 secondes et en même temps, vous rentrez le ventre à fond en même temps que vous contractez les abdos. Et en fait, le fait de rentrer le ventre à fond sollicite un muscle qui est profond, qui s'appelle le transverse et qui vient protéger directement votre dos. Donc oui, le pilate, en fait, comme beaucoup de méthodes, comme le yoga par exemple, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes postures, se sert de cette méthode de travail des muscles profonds et de la respiration en même temps. Donc Alors, n'oubliez pas au feu rouge de faire le petit exercice. et j'ai pas entendu la fin de ta phrase? Je disais, n'oubliez pas au feu rouge de faire ce petit exercice. Très bien, mais comme ça circule bien en ce moment. Peu de feu rouge. Non, je plaisante. Alors, c'est marrant parce que dans le chat, on voit des gens qui disent moi, je me suis blessé avec le yoga, je me suis blessé avec certaines techniques. Donc, je pense que c'est l'occasion de dire que le sport en général euh, peut avoir des effets indésirables, hein. On le dit souvent à nos patients et c'est un terme qu'on utilise de plus en plus, le sport est un médicament. Moi, je dis souvent à mes patients, le sport, oui, c'est un médicament avec une efficacité, il a aussi ses effets indésirables. Et ce n'est pas 100% efficacité sans risque. Donc, je pense que c'est l'occasion de vraiment insister sur ce point-là et d'insister sur qui consulter
qu'y voir pour minimiser les risques et optimiser l'efficacité? Bah, effectivement, c'est tout à fait ça. Le sport, ça a des effets positifs qu'on connaît très bien, mais quand vous êtes mal préparé ou pas assez préparé, que ce soit sur le versant souplesse, on l'a dit, le versant force musculaire, ou tout bonnement le versant hydratation ou le versant diététique. Et d'ailleurs, j'ai vu des très belles vidéos de prévention diététique sur la chaîne PUMS dirigée par et créée par Boris, donc je vous invite à aller les voir. Euh, Ce qui est très important, c'est de prendre en compte tous ces aspects-là quand vous décidez de faire un sport. Et donc, à qui demander conseil? Donc, premièrement, le médecin, peut-être votre médecin généraliste ou votre médecin de rééducation si vous en connaissez un ou si vous en avez un. Et puis, Alors, je t'arrête là-dessus parce que c'est un métier que peu de gens connaissent, médecin de rééducation ou de réadaptation. Euh, Qui a accès à cette spécialité? Quand est-ce qu'on va voir un médecin de réadaptation? eh ben, en fait, effectivement, c'est une spécialité qui est mal connue. C'est le médecin qui coordonne toutes les activités de rééducation et de réadaptation dans différentes pathologies. Tout le monde y a accès, notamment en premier lieu les patients qui ont mal au dos. Donc, vous pouvez consulter. Il y a des médecins spécialistes de rééducation qui consultent soit en milieu hospitalier, soit en milieu libéral, soit en centre de rééducation. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous et consulter. Ça, il n'y a aucun problème. Et puis, nous, on voit, en fait, on prend en charge la totalité de ce qu'on appelle l'appareil locomoteur. Ça va du handicap très lourd, les accidents de la voie publique, une amputation, à la reprise d'activité sportive chez les patients ayant un handicap. Donc, il y a tout un réseau de handisport qui existe. Et ça passe aussi par le mal de dos. Tous les patients qui ont soit une lombalgie aiguë, une lombalgie chronique, mais aussi les patients qui ont été opérés et qu'on voit en post-opératoire. Alors, quelle différence entre le médecin réadaptateur qui va s'occuper de l'appareil locomoteur et le rhumatologue qu'on consulte habituellement quand on a mal au dos? Alors, le rhumatologue, lui, il va principalement s'intéresser au processus de dégénérescence et il va essayer de vous proposer des traitements médicamenteux, par exemple des infiltrations de corticoïdes ou des infiltrations d'autres substances ou des médicaments anti-ostéoporotiques qui luttent contre l'ostéoporose de façon à éviter les processus dégénératifs. La différence avec le médecin de rééducation, c'est que le médecin de rééducation, lui, il se base en première ligne, et c'est les recommandations internationales, d'ailleurs dans toute pathologie, en première ligne, on se base sur la diététique, les facteurs de risque cardiovasculaire, et on se base aussi sur la thérapie physique. Et la thérapie physique, elle peut prendre plusieurs aspects. Elle prend l'aspect qu'on appelle la kinésithérapie que tout le monde connaît, où il y a une partie de massage, de renforcement musculaire et de mobilisation. Il y a une autre partie qu'on appelle l'ergothérapie qui vous permet d'acquérir une éducation au port de charge, à l'économie de vos articulations, comment faire, quoi faire, pourquoi le faire. Ensuite, il y a tout l'aspect qui peut être psychologique et neuropsychologique qui est pris en charge parce que quand on a mal au dos, c'est un des aspects qui est récurrent et qui est peu traité dans le passage à la chronicité, c'est l'aspect chronicisation de la douleur au niveau du cerveau. Et donc là, on voit un point important, c'est qu'on peut avoir mal au dos, sans avoir, on en a parlé tout à l'heure, de lésions ni des muscles, ni des vertèbres de l'os, ni des ligaments, ni du disque. Alors, c'est important de dire, c'est pas qu'on invente la douleur, parce que c'est vrai qu'on a encore des gens qui pensent que quand on ne voit rien à l'imagerie, quand l'examen du médecin ne détecte rien et qu'il dit bah, c'est dans la tête, on a l'impression bah, il s'en fiche un peu de nous. Ce qu'on dit peut-être plus finement ici, ce que tu nous dis, c'est que la douleur, elle est authentique, hein, elle est là et elle est liée à un phénomène neuropsychologique qui ne peut ne pas se voir. Donc la maladie est bien là, et c'est pas parce qu'on ne voit rien à l'imagerie, c'est pas parce qu'on ne voit rien à l'examen physique quand on examine les patients qu'il n'y a rien. C'est ça que tu nous dis. Et que ces patients-là, le médecin réadaptateur, peut-être plus que le rhumato du coup, hein, c'est ça que je crois comprendre, va s'occuper de ces douleurs-là. Hein. Exactement. Peut-être pas plus, mais sur un autre terrain qui est le terrain de la thérapie physique qui n'est pas abordé dans la discipline de la Oui, rhumatologie. oui, ce que je voulais dire, le rhumato va s'en occuper, mais il va peut-être adresser Exactement. davantage, parce que ce n'est pas une infiltration de cortisone, des anti-inflammatoires
des médicaments, des comprimés qui vont guérir ou améliorer significativement la douleur au long cours. Alors, tu nous as parlé des kinés, tu nous as parlé des rhumatos, tu as parlé des réadaptateurs physiques, quid des ostéopathes? Et je vais poser une question un petit peu polémique, parce que beaucoup de gens consultent des ostéopathes et ça leur fait du bien, donc c'est une réalité. Donc tu sors de l'ostéopathe, ça fait du bien. Il y a une étude qui vient de sortir, que tu as dû voir, qui est française, donc Cocorico, faite à Paris, dans un centre hospitalier, donc une étude très sérieuse. On n'a pas beaucoup dans les domaines comme ça, parce que assez peu financés, donc en dehors des médicaments, il y a assez peu d'études. Et une vraie étude, là, avec un groupe qui avait des douleurs, des lombalgies qui étaient traitées par ostéopathie, un groupe avec une ostéopathie placebo, je crois, c'est-à-dire on a fait des gestes aussi pour essayer de soulager les gens, mais ce n'étaient pas des gestes d'ostéopathie. Et le résultat, tu vas nous le donner. Et oui, c'est une très belle étude. Là, c'est l'étude du docteur Nguyen, médecin MPR à l'hôpital de Cochin. Alors, MPR, c'est médecine physique réadaptation. Excuse-moi de te couper, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Et ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas Jacques Chirac. RPR. Tout à fait. C'est le médecin rééducateur, médecine physique réadaptation. Et donc, cette étude, dans le service de professeur Ranou, elle met en évidence qu'effectivement, quand on compare l'ostéopathie à ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire quelque chose qui a les mêmes principes mais qui n'est pas actif, donc une autre thérapie fictive, entre guillemets, les résultats ne montrent pas de modification entre les deux groupes, c'est-à-dire que même si l'ostéopathie a tendance à améliorer la situation, cela reste, entre guillemets, du même ordre de grandeur, légèrement un peu plus élevé que le traitement placebo. Et c'est là où il y a une réflexion intéressante. Et ces résultats, moi, en fait, ils ne m'ont pas surpris parce qu'on retrouve ça un petit peu dans la littérature depuis plusieurs années. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas pour le patient ce qu'on appelle un service médical rendu. Et c'est là toute la difficulté des scientifiques d'essayer d'évaluer pour des thérapeutiques physiques et des thérapeutiques manuelles, même si on n'a pas d'effet in vivo directement, est-ce qu'il n'y a pas quand même pour certains patients avec un certain profil de lombalgie, puisque ce qui est important dans la lombalgie, c'est d'arriver à catégoriser le patient si c'est léger, modéré ou sévère, et on sait que les patients ne récupèrent pas de la même façon et la rééducation ne va pas être tout à fait la même en fonction du stade de gravité. Et donc, voilà, c'est une étude qui est très intéressante. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les thérapies manuelles, alors on met l'ostéopathie dedans, mais on peut aussi mettre la chiropraxie dedans, certains aspects de la kinésithérapie dedans. On sait que ça améliore la mobilité articulaire, mais ce qu'on sait aussi, c'est que ce qui compte, c'est une approche multidisciplinaire avec des intervenants rééducateurs, médecins, diététiciens, et qui est vraiment un médecin de la douleur, qui est une prise en charge globale avec plein d'intervenants. Et plus il y a d'intervenants compétents et plus vous avez de chances de guérir. Ça, c'est le premier point. Donc, il n'y a pas une thérapie phare qui existe et qui est magique. Il y a vraiment plusieurs professionnels qui s'associent entre eux et là, vous avez le plus de chances de guérir. Et le deuxième point, c'est que quand vous avez une lombalgie qui est très importante et qui perdure dans le temps, il faut surtout consulter et ensuite surtout s'orienter vers ce qu'on appelle les unités fonctionnelles du rachis, qui sont en fait des rééducations très particulières qui sont basées sur le renforcement du muscle. Et là, on sait qu'on ne va pas forcément améliorer la douleur du patient parce que cette douleur, elle est ancrée dans la cartographie du cerveau et ce n'est pas du tout une douleur psychiatrique, c'est vraiment quelque chose qui peut se mesurer quand on fait des cartographies cérébrales. Mais on sait qu'on va surtout améliorer la fonctionnalité. Et qu'en améliorant la fonctionnalité, ça permet de guérir ou de résoudre une partie de cette maladie, qui est encore très complexe et qu'on a du mal à expliquer. Donc là, tu as répondu à beaucoup de questions que je voyais sur le chat, vers qui se tourner quand, malgré les séances de kiné, la douleur persiste. Donc, on a parlé des kinés, des ostéopathes, des MPR. On a parlé des centres multidisciplinaires qui s'occupent du dos. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. C'est vrai que nous, les médecins, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui existe parce que c'est un domaine qui est en pleine évolution. Moi, quand j'ai travaillé à la Pitié-Salpêtrière, il y a déjà 15 ans, il y avait la première école du dos
qui a été créée là-bas, la Salpêtrière. Et d'après ce que j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé depuis, et apparemment ça se développe et c'est devenu donc il y a des solutions, mais multidisciplinaires. Alors, on va reprendre les questions dans un instant, plein de petites questions, mais tu avais un petit vrai-faux à nous faire, et donc on va t'écouter pour nous casser quelques idées reçues. Alors, oui, effectivement, on a plein d'idées reçues sur cette maladie qui est la lombalgie. Et la première idée reçue, c'est pour 7 Français sur 10, qui est quand même très, très important, le mal de dos nécessite le repos. Alors, ce qui est très important, et d'emblée, c'est que c'est faux. Quand vous avez mal au dos, le meilleur médicament au départ, c'est la mobilité. Alors avant, on disait aux gens qui avaient mal au dos, vous restez allongé. Et maintenant, on leur dit bougez. Alors évidemment, il ne faut pas qu'en bougeant, vous hurlez de douleur. Je crois que c'est ça que tu vas nous dire maintenant. Mais moi, je me dis à mes patients, vous avez mal au dos, ben, c'est parce que vous ne bougez pas. Ça va s'aggraver. Attention, je ne fais pas la morale. Mais c'est une information et après, il faut aider les gens à bouger. Exactement. En fait, moins vous allez bouger, plus vous allez continuer à ne pas solliciter vos muscles, vous enraidir et ça va augmenter votre douleur. Donc, il faut absolument bouger, bouger en fonction de votre douleur, bien sûr, mais ne pas vous arrêter d'être actif. Et ça, c'est vraiment le plus important. Le deuxième point qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de lien entre une lésion anatomique qu'on pourrait voir sur une imagerie, sur une radiographie, par exemple. Il n'y a pas de lien entre l'arthrose et la douleur. Il y a des patients qui sont très arthrosiques et qui n'ont aucune douleur, et des patients qui ont un tout petit peu d'arthrose et qui ont beaucoup de douleur. Donc, il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de lien direct entre le degré d'arthrose et la douleur dans une lombalgie. Et ça, c'est un point très, très important parce que les patients arrivent souvent en consultation très alarmés. Docteur, j'ai plein d'arthrose à la radio, je ne comprends pas. Et en fait, il n'y a pas de lien. Donc, ce qui compte, c'est de bouger et d'entretenir vos muscles au quotidien. Et ça, je rebondis là-dessus parce que, alors, parfois, les patients s'inquiètent en disant bah, j'ai plein d'arthrose, je suis très malade. Et donc, tu viens de nous dire que ce n'est pas vrai. On a une image radiologique, mais l'image ne résume pas tout. Mais inversement, on a des patients qui se rassurent en se disant qui trouvent ça comme prétexte de se dire bah, moi, de toute façon, ma douleur, c'est l'arthrose. Donc, je ne peux rien faire. Et là, tu dis à ces personnes, non, au contraire, vous pouvez faire et ce n'est pas forcément l'arthrose qui vous fait mal. Exactement. Et c'est bien le problème, c'est que si vous ne faites rien parce que vous vous cachez derrière l'imagerie qui n'a pas de lien avec votre douleur, eh ben, vous allez, pareil, vous allez vous déconditionner et vous allez être inactif, vous allez perdre du muscle, perdre de la stabilité et on en revient au même point. Donc, le mot-clé, comme l'a dit Boris, hein, c'est bouger, bouger, bouger. La troisième chose, c'est que souvent les patients assimilent d'autres symptômes qui n'ont rien à voir avec leur lombalgie dans ce contexte de lombalgie. Par exemple, la fatigue, les maux de tête, les troubles du sommeil, et alors que ça n'a strictement rien à voir. Et donc ça, c'est un point important, c'est que quand vous allez rencontrer le médecin et être mis en contact avec une équipe pluridisciplinaire, on va vous prendre en charge globalement et on va s'intéresser à pourquoi vous avez des troubles du sommeil. Ça n'a peut-être probablement rien à voir avec votre lombalgie, mais vous avez peut-être un syndrome d'apnée du sommeil, peut-être lié à un surpoids, peut-être lié à un diabète, peut-être lié à une hypertension artérielle. Et on sait que le syndrome d'apnée du sommeil augmente toutes ces maladies, auto-entretient toutes ces maladies. Et donc, ce qui est important, c'est que vous soyez rassuré par rapport à ça. Il n'y a pas de lien de cause à effet avec d'autres symptômes. Et ça peut peut-être être même dans l'autre sens, c'est-à-dire si je suis fatigué, je vais plus souffrir de ma douleur. Si je dors mal parce que j'ai des apnées ou une pathologie du sommeil que je n'ai pas dépistée, je vais peut-être avoir davantage mal. Donc, ce que tu nous dis, ce n'est pas d'a priori. Et surtout, c'est vrai que c'est compliqué parce que là, tu nous parles de choses qui sont assez spécialisées en réalité et on n'est pas formé, hein, nous médecins, il faut quand même bien se le dire. On n'est pas formé à toutes ces idées-là, hein. Moi-même, j'apprends beaucoup aujourd'hui à ton contact, alors que je vois des patients aussi toute la journée. Bon, j'adresse toujours à des spécialistes, mais c'est vrai que ce n'est pas simple pour le médecin généraliste de faire la part des choses. Donc, n'hésitez pas, le médecin n'est pas censé tout savoir, donc n'hésitez pas à engager de la discussion et n'hésitez pas à consulter donc les spécialistes qu'on a mentionnés si vous voulez avoir une évaluation globale,
parce que souvent le mal de dos entre dans quelque chose de global. Alors ensuite, tu as une autre idée reçue, et je ne savais pas qu'un quart, une personne sur quatre, pense qu'une douleur est forcément liée à une maladie grave. Et donc ça, tu nous dis non. Et oui, et ça, c'est vraiment un résultat surprenant. Quand vous avez mal au dos, vous allez penser à plein de choses, néfastes qui vont entretenir, un petit peu ce cercle de ne pas bouger, d'avoir des idées moroses, d'avoir des gestes précautionneux et du coup, de réduire votre mobilité, de penser que vous avez quelque chose de très, très grave alors qu'en fait, il faut vous rassurer, 90 des lombalgies aiguës guérissent dans les premiers jours, voire les premières semaines des symptômes. Voilà, donc il faut vous rassurer d'emblée et c'est bien d'ailleurs pour ça que les imageries ne sont pas systématiques. Ah ben justement, ça répond à une question parce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, ça fait 2 ans que j'ai mal au dos, 2 ans de douleur et mon médecin généraliste refuse de faire une radio, une IRM pour savoir ce qui se passe. Alors voilà, c'est important de savoir quelle est la place de l'imagerie. Est-ce que mal de dos, ça veut dire imagerie? Quelle imagerie? Est-ce que c'est une erreur de ne pas faire d'imagerie? Alors, mal de dos, ça veut jamais dire imagerie systématique. Ça, c'est la première des choses, notamment dans un premier épisode de lombalgie aiguë et notamment dans des épisodes de lombalgie chronique également. Ce qui est important Ah, à même savoir, si on a mal au dos depuis 1 an ou 2. exactement. Ce qui est important, c'est que le médecin qui vous examine est en capacité de savoir si vous avez ou pas ce qu'on appelle des drapeaux rouges à l'examen clinique et des symptômes qui pourraient orienter vers des signes organiques ou des signes de hernie discale, par exemple, qui sont une spécificité des douleurs lombaires. Donc, un examen clinique rigoureux pour savoir, en gros, pour oser, pour dire je ne fais pas d'examen, il faut avoir des arguments. Et pour faire un examen, il faut des arguments. C'est ça que tu nous dis. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, la plupart du temps, imaginons qu'on ait le raisonnement inverse, c'est-à-dire qu'on fasse des radios à toutes les personnes qui ont mal au dos et, lors d'un premier épisode ou sur une lombalgie chronique, la plupart du temps, on trouve quoi? On trouve de l'arthrose, mais globalement, tout le monde a de l'arthrose à un certain degré, à partir d'un certain âge, voire même chez les sujets jeunes, en bonne santé. Tout le monde a éventuellement un peu d'inflammation au niveau des disques. Il y a une étude faite chez les athlètes qui ont fait les JO de Rio et de Londres. Et tous les athlètes ont des inflammations des disques, mais qui ne sont pas forcément en relation avec des lombalgies. Il y a un processus lié à l'activité physique intense. Et la troisième chose, c'est qu'on pourrait trouver éventuellement un disque un peu écrasé, ce qu'on appelle une protrusion du disque, l'amortisseur qui est un peu affaibli ici, et ça n'expliquera pas pour autant votre symptomatologie. Mais ce que tu nous dis, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui disent, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup ici, ma hernie. On a tendance à s'approprier sa hernie parce qu'un jour, on a fait une radio, il y avait une hernie discale et on dit, moi, de toute façon, c'est normal, j'ai mal parce que j'ai ma hernie. Tu es en train de nous dire que non, qu'il ne faut pas associer sa hernie avec forcément des douleurs. Exactement, parce qu'il y a des gens qui ont des hernies et qui ne le savent pas, ou des hernies précursives, des débuts de hernie, et qui sont totalement asymptomatiques. Donc, ne pas se baser sur l'imagerie pour dire si vous êtes, enfin, ne pas se baser uniquement sur l'imagerie pour dire que vous êtes malade. Alors, dans les autres idées reçues, ça, tu as déjà répondu. Une activité physique va aggraver ma douleur? Non, au contraire, ça va l'améliorer. Les symptômes vont persister ou s'aggraver systématiquement? Non. On est en train de dire qu'on peut améliorer les choses. Les examens d'imagerie, tu nous l'as dit. Et la chirurgie est indispensable et a de meilleurs résultats. Donc, c'est effectivement la question. Quelqu'un qui a une sciatique, il a fait des infiltrations, il a fait un peu de kiné, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que la chirurgie sera efficace ou pas? Alors non, pas forcément. Et la chirurgie, on essaye de la retarder le plus possible, tout simplement parce que si on regarde un petit peu les études scientifiques qui sont faites, et si on prend la hernie, la plupart des hernies vont, entre guillemets, s'assécher, elles vont diminuer, voire quasiment disparaître dans les 4 années qui suivent le début des douleurs. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien connu et du coup, les gens se jettent sur la chirurgie, alors que la chirurgie peut elle-même
occasionner des douleurs et il y a pas de bons résultats si on n'est pas passé avant par toute la rééducation. Et des fois, les gens se font opérer et après l'opération, il y a ce qu'on appelle une hernie fantôme qui peut rester parce que le chirurgien a resséqué la hernie et occasionner des douleurs fantômes. C'est quelque chose qui n'est pas très connu. Et donc, la chirurgie, c'est vraiment en dernier recours pour des cas très spécifiques, après avoir consulté des médecins spécialistes du domaine et des chirurgiens du dos qui en ont fait leur spécialité. Tu es en Donc, train de nous dire qu'on opère trop de hernie? on n'opère pas peut-être trop de hernie, mais les gens ont peut-être tendance à ne pas faire les choses dans l'ordre et aller directement à la chirurgie parce qu'ils ont mal. Alors qu'en fait, dans les 4 ans qui suivent le début des symptômes, la hernie va diminuer, voire disparaître, et les gens ne vont plus avoir du tout de douleur dans les 4 années qui suivent le début des symptômes. Alors, dans la diapo suivante, c'est bien parce que tu vas nous résumer un peu ce qu'on vient de dire en 4 points sur la démarche. Alors, tes diapos sont un peu amputées, si je peux dire, sur le côté. Peut-être tu peux te mettre enlever le mode plein écran parce que je ne sais pas si ça améliorera les choses, mais bon, tu peux nous dire de toute façon oralement, hein. Alors, on va faire un petit quiz si vous êtes d'accord. Première question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le recours au spécialiste médical est insuffisant lorsque la lombalgie passe du stade subaigu au stade chronique. Enfin, passe du stade aigu au stade subaigu ou Donc ça, chronique. on a tendance à dire oui, puisque ton message depuis tout à l'heure, c'est de dire on ne laisse pas passer une douleur en se disant, enfin, on ne vit pas avec la douleur en se disant c'est normal ou c'est mon poids, c'est mon arthrose, c'est ma hernie. Et donc, j'imagine, tu veux dire qu'il faut aller voir le spécialiste. Exactement. La deuxième question, c'est le recours à un spécialiste chirurgical est excessif alors qu'un avis médical devrait être privilégié. Vrai ou Ah, faux? tu as répondu. La troisième question, c'est le recours à la kinésithérapie est souvent trop précoce. Ben ça, j'en sais rien. Donc ça, tu vas nous expliquer s'il faut aller voir un kiné rapidement ou pas. Et le recours à l'imagerie du rachis lombaire est très fréquente, Ah, on a cru comprendre que ou c'était trop peut-être trop fréquent. fréquent, puisque tu nous as dit que ce n'était pas systématiquement qu'il fallait faire une imagerie. Exactement. Et ben, en fait, tout ça, c'est vrai. Et alors, on va revenir sur le point mentionné par Boris qui est important. Le recours à la massokinésithérapie est souvent trop précoce. Eh bien, c'est vrai. En fait, dans les recommandations aujourd'hui, quand vous avez un lumbago aigu, que vous vous bloquez le dos de façon très aiguë, en fait, on estime que vous allez vous-même vous rebouger et qu'il faut vous-même vous rebouger et retrouver un rythme. Et que dans les 4-5 premiers jours après votre lumbago, il n'y a pas forcément besoin de consulter d'emblée un kinésithérapeute. Pourquoi? Parce que les choses vont rentrer dans l'ordre progressivement et uniquement si les choses se mettent à perdurer plus de quelques semaines, plus de 3-4 semaines, à ce moment-là, il faudra effectivement prendre contact avec un kinésithérapeute ou un rééducateur. Mais au départ, en fait, vous êtes dans une phase qu'on appelle une phase hyperalgique et donc, il n'y a pas forcément d'intérêt à aller travailler sur cette phase hyperalgique puisqu'on sait que le massage, ça c'est encore une idée reçue, on sait que le massage, il peut avoir une action sur la douleur, mais une action qui ne perdure pas dans le temps. Une fois que vous êtes sorti du cabinet de kiné, au bout d'une demi-heure de massage, les effets vont s'estomper rapidement et le massage ne va pas participer à renforcer vos muscles. Ce qui va participer à renforcer vos muscles, c'est le fait que vous restiez actif et que vous bougiez. Je crois que le message est clair. Donc attention, hein, on n'est pas en train de dire que le kiné ne sert à rien, hein, mais c'est comme le médecin, c'est comme le diététicien, c'est comme toutes les spécialités. C'est utile, c'est même très utile, mais au bon moment et dans la bonne indication. Alors, on va prendre en série, là, on pose beaucoup de questions sur pas mal de spécialités que je ne connais pas. Alors, que penser de la somatopathie, les vertébrologues, quelqu'un dit les myopathies, mais ça, je pense que c'est une erreur, c'était peut-être somatopathie, les cures thermales et la balnéothérapie. Bon, ça fait 4 choses à la fois. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur ces différentes manières d'aider le mal de dos? Alors,
La somatothérapie, je pense, c'est un peu quelque chose qui se rapproche de l'éthiopathie. En fait, c'est un courant de l'ostéopathie qui est très ancien et qui revient aux origines de la douleur. C'est une thérapie alternative qui, encore une fois, faut être très clair sur les médecines alternatives et les thérapies alternatives. Ce sont des choses qui peuvent être complémentaires et intéressantes, mais qui ne remplacent pas le suivi et le recours à un spécialiste médical et à un spécialiste de rééducation formé en santé. Ça, c'est le premier point. Bien sûr, vous pouvez consulter, mais à condition que ce soit fait toujours en parallèle d'un avis médical avisé et d'un avis d'un rééducateur avisé. Ça, c'est le premier point. Bon, la somatothérapie. Juste pour te couper là-dessus, c'est pour dire que c'est pas, ce que tu dis là n'est pas spécifique à la pathologie, l'appareil locomoteur. On voit beaucoup de gens, moi pour m'occuper de personnes obèses, hein, c'est ma spécialité dans le cadre de l'endocrinologie nutrition, on voit beaucoup de gens qui vont de spécialiste en spécialiste, un peu par eux-mêmes ou un peu adressés par des médecins qui ne savent pas trop quoi faire. Et le problème, c'est que chaque spécialiste, et c'est tout à fait compréhensible, défend sa compétence et même le patient a toujours l'impression que grâce à cette spécialité, alors il va définitivement régler le problème qu'il n'arrive pas à régler depuis des années. Ce n'est jamais comme ça en médecine, hein, que ce soit, donc là tu parles du dos et je pense que c'est ça ton message, c'est la même chose dans le cadre de l'obésité. On est toujours perdant à aller voir des spécialistes médicaux ou pas médicaux, classiques ou alternatifs, en espérant trouver la solution pour maigrir, la solution pour enlever une douleur. Ce qui fonctionne le mieux, c'est la prise en charge coordonnée, multidisciplinaire avec des spécialistes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous dit en général. Et je vois tellement de gens qui, pour régler un problème d'obésité, ont vu tout le monde. Alors quand c'est à Paris, c'est facile, il y a un peu tout le monde, toutes les spécialités. Et des gens qui ont dépensé des sous, qui ont aussi, comment dire, espéré à chaque fois, qui sont en sentiment de culpabilité, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de déception, de dépression. Donc, je pense que je ne connais pas du tout la thématique du dos. J'ose imaginer que c'est la même chose. Exactement, il y a ce qu'on appelle une espèce de quête thérapeutique où certaines personnes ont déjà vu plusieurs praticiens et après vont s'enfermer dans une seule pratique. Et voilà, le problème, c'est que c'est jamais bon parce que quand on s'enferme dans une seule pratique, ce praticien ne peut pas tout connaître et il faut rester humble. Moi, je ne connais pas tout et du coup, on doit travailler en équipe, comme l'a dit Boris, et c'est très, très important de façon à confronter les visions et à essayer d'affiner les choses pour que le patient aille mieux. Et c'est ça le plus important. Et ce n'est pas de s'enfermer dans une seule pratique qui peut parfois entraîner des retards de diagnostic, des retards de concept ou des concepts totalement erronés. Et donc, j'insiste sur le fait que vous devez avoir un avis de gens qui sont formés et un avis d'une équipe formée pour ça. Et modeste, parce que des fois, on voit des gens qui disent « moi, j'ai la solution à tous vos maux ». J'ai même vu sur le chat des gens qui proposent des choses. Bon, je ne suis pas modérateur, mais attention, attention. Alors, un mot des cures thermales. Est-ce que c'est durable, l'effet des cures thermales? Alors, les cures thermales ou bon, ce qu'on appelle la balnéothérapie en règle générale, c'est très intéressant, c'est très bien. Il y a un certain nombre de cures remboursées par la sécurité sociale pour certains motifs exclusifs. Oui, c'est bien de faire une cure, mais la cure ne suffit pas à elle toute seule. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous allez faire une cure une fois par an que vous allez régler vos problèmes de douleur. Ce qui compte, c'est en plus de cette cure, arriver au quotidien, avoir un entretien musculaire, un entretien de la souplesse, un travail respiratoire, un travail diététique, un travail d'hygiène de vie et d'économie articulaire, d'ergonomie, de gestion de votre corps dans l'espace. Et on travaille beaucoup, nous, avec les psychomotriciens là-dessus, par exemple. De façon à entretenir au quotidien votre biomécanique du corps.
Et c'est ça qui est important. Alors, on va prendre encore quelques cas concrets. Le fait de faire beaucoup de kilomètres de voiture, je pense notamment aux chauffeurs, hein, est-ce que c'est la garantie assurée de finir avec la lombalgie chronique? Ou d'ailleurs la cervicalgie, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du cou, hein, mais est-ce que c'est très différent ou est-ce qu'on est un petit peu dans le même chapitre? En tout cas, voilà, est-ce que le fait d'être en voiture, d'être tout le temps assis, euh, des fois, en tout cas, assis, on peut se lever hein, de temps en temps, mais un chauffeur ne peut pas se lever. Ou en tout cas, il sera essentiellement assis. Est-ce que c'est garanti d'avoir une lombalgie? Alors, ce n'est pas forcément garanti. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est délétère hein, de passer toute sa journée assis pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça dépend comment vous êtes assis, quelle posture vous adoptez, si vous êtes avachi ou pas. Si vous êtes avachi, vous n'activez pas vos muscles, donc vous augmentez les pressions sur le disque. Donc, passer toute la journée avachi, ben, ça va progressivement augmenter tous les jours les pressions sur vos disques et donc favoriser l'apparition éventuelle de lésions à long terme. La deuxième chose, c'est que les conducteurs sont reconnus comme maladies professionnelles, hein, notamment les conducteurs de poids lourds, et qu'il y a ce qu'on appelle les vibrations liées à la voiture, et ces vibrations vont avoir tendance à venir impacter, créer ce qu'on appelle des microtraumatismes sur l'ensemble des éléments anatomiques hein, qu'on a vus tout à l'heure. Donc, ce qui compte dans tout ça, et c'est la question sur laquelle on répondait pour la balnéothérapie et les cures thermales, ce qui compte, c'est d'avoir une hygiène de vie quotidienne et notamment encore plus importante quand vous avez une profession à risque comme les chauffeurs poids lourds ou les conducteurs qui sont assis toute la journée. Donc, vous ménagez des temps de repos, des temps de posture différentes, des temps d'entretien des muscles et de la souplesse des membres inférieurs et de votre dos tous les jours et toute l'année. Le fait de muscler son dos et ses lombaires, c'est un élément qui permet hein, de lutter contre les conséquences de la position assise prolongée. Hein. C'est ça que tu nous dis. Et donc ça me permet de faire la transition avec ceux qui sont assis au travail, qui certes peuvent se lever. Est-ce qu'il y a un conseil sur les bonnes chaises? Voilà, moi j'ai acheté une chaise un peu droite avec un appui-tête qui se penche en arrière. Est-ce qu'il y a un conseil à donner pour celles et ceux qui sont sûrement nombreux et qui travaillent plusieurs heures par jour assis? Alors, le conseil, c'est déjà d'avoir une chaise qui vous permet d'être sur ressort et de pouvoir vous incliner ou pas, donc de varier la position. La deuxième, c'est qu'il faut que vos fesses soient sur la même ligne à l'horizontale. Il ne faut pas qu'il y ait d'asymétrie de posture, parce que si vous avez une asymétrie de posture, à ce moment-là, vous allez entraîner une asymétrie de la colonne qui va s'incliner légèrement. Par exemple, ici, hein, la colonne va avoir tendance à s'incliner si vous avez une fesse plus haute que l'autre. Ensuite, un appui-tête, c'est bien, mais ce qu'il faudrait, c'est dans la journée arriver à avoir des temps de posture rectilignes pour se dégager de la partie du dossier. Et ce qui est important, c'est en plus du confort, il faut que votre siège soit confortable, c'est si vous travaillez sur ordinateur, avoir les coudes posés sur la table, avoir une souris adaptée parce qu'en plus, en fait, souvent la lombalgie va de pair chez les gens qui travaillent beaucoup assis et sur le bureau et sur l'ordinateur avec d'autres pathologies inflammatoires comme les problèmes d'épicondylalgie au niveau du coude. Hein. Tout le monde connaît le tennis elbow ou le golf elbow. Et on a des vrais souris elbow entre guillemets de l'informaticien ou de la personne qui travaille toute la journée sur l'ordinateur ou des tendinites du pouce qui sont très fréquentes. Et donc, il y a toute une installation ergonomique, le confort, un siège adapté en termes de hauteur pour ne pas avoir non plus les genoux trop pliés sous le bureau parce que là, vous augmentez les contraintes sur les rotules. Quelque chose où vous pouvez allonger vos jambes et les fléchir également, donc de l'espace sous le bureau. Et puis, ce qui est important, c'est d'arriver à pouvoir vous redresser dans la journée et de changer de position, marcher, vous pouvoir vous redresser et faire quelques exercices de décollement des fesses sur les accoudoirs. Tout ça, ça rentre en compte dans la posture et notamment régler, et là c'est une question qui est très importante, régler la hauteur de votre ordinateur, notamment en ce moment c'est la mode des visios avec le Covid, pour éviter aussi les cervicalgies liées à l'horizontalité du regard qui est modifiée par rapport à si votre siège est trop haut ou trop bas ou si la caméra est mal inclinée. Et donc ça, c'est important et c'est les mêmes contraintes
qu'on retrouve chez les gens qui travaillent dans le bâtiment et qui ont beaucoup de cervicalgie à cause de l'inclinaison de la tête avec le pinceau, avec les charges lourdes à porter vers la hauteur. Et donc là, il y a toute une éducation du port de tête à faire et renforcement des muscles cervicaux à faire qui rentre en compte. Alors, on a beaucoup de questions. On ne va pas répondre à tout. Je voudrais revenir à une question générale sur le sport et ce qu'il peut apporter. Donc, on a parlé de bouger. Et d'ailleurs, la campagne de l'assurance maladie, c'était de dire le mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. Maintenant, si on doit choisir un sport, parce que voilà, on va tout de suite dire quand même, si vous voulez faire vraiment du renforcement musculaire ciblé, je pense qu'il faut recommander d'apprendre les bons gestes avec les bonnes personnes. Et là, on va retomber sur la recommandation qu'on avait fait à la première séance, c'est de consulter un enseignant en activité physique adaptée qui, lui, surtout si vous avez des lombalgies ou si vous avez des particularités, scoliose, obésité, pathologie musculaire ou autre, va vous donner les conseils pour faire les exercices de la bonne manière. Donc, si pour mettre en place un programme de renforcement musculaire, s'il vous plaît, on l'a déjà dit, on le redit, voyez quelqu'un au début pour apprendre les bons exercices. On peut se faire très mal au dos avec simplement des abdominaux. On peut se faire mal au dos en faisant de la course à pied. Tu ne l'as pas dit, mais je pense que je ne dis pas de bêtises. Exactement. On peut se faire mal au dos avec des choses qui peuvent paraître simples. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez mettre en place ça, voyez quelqu'un au départ. Maintenant, imaginons qu'on ne peut voir personne, qu'on veut quand même faire une activité physique sans forcément de la musculation. Voilà, est-ce que la natation et le sport passent partout? Est-ce que c'est la marche rapide? Est-ce que le vélo? Qu'est-ce que tu vas recommander pour protéger au mieux son dos avec le minimum de risques si on n'a pas accès à un enseignant en activité physique adaptée? C'est une super question. Si on regarde un petit peu la littérature, en fait, tous les sports ont des vertus protectrices, sauf un sport que je pourrais déconseiller quand les gens ne sont pas éduqués à ça et qu'ils débutent, c'est le port de charges lourdes excessives. Ou alors ce qu'on appelle les intervalles training, hein, ou ce que d'autres appellent le crossfit. Il faut absolument, si vous commencez ce genre d'activité, que vous ayez une éducation sans poids au départ, à ne serait-ce que comment posturer votre corps dans l'espace. Comme l'a dit Boris très justement, en se baissant simplement pour ramasser son stylo ou en courant simplement, on peut se faire mal au dos si on est mal préparé ou si on est mal chaussé ou si on n'a pas tout simplement l'habitude de cette activité motrice. Donc, ne vous lancez jamais dans une activité à fond d'emblée si vous n'avez jamais testé cette activité au préalable. Il faut d'abord apprendre avec un professionnel dédié à positionner votre corps dans l'espace. C'est la première des choses. Ensuite, dans les sports, quand on regarde un petit peu la littérature, tous les sports sont bénéfiques. La natation, c'est très bien. Quand vous êtes immergé dans l'eau, le poids sur les vertèbres va diminuer jusqu'à, si vous vous immergez jusqu'aux épaules, vous allez être quasiment en apesanteur. Ce qui est par contre à risque, c'est de vous lancer dans des activités, par exemple de natation, sur lesquelles ça demande une certaine technicité en termes de technique de nage. Et je pense par exemple à la nage qui s'appelle le papillon. Et là où vous avez des mouvements de torsion avec des très grands bras de levier qui demandent au dos de tirer très fort sur les muscles, et là, c'est plutôt déconseillé. Donc plutôt la brasse ou le crawl ou le dos. Le dos crawl, j'imagine. Exactement. D'accord, donc ça, c'est une valeur sûre. Si vous n'avez pas possibilité de consulter, dos crawlé. Alors, quelqu'un pose la question de l'aquajogging. On a eu beaucoup de sports comme ça qui sont nés, aquajogging, aquabike. Est-ce que ce ne sont pas des modes qui finalement n'apportent rien de plus que le dos crawlé, tout simple? Ou est-ce que oui, parmi ces nouveaux sports, ces sports ont un intérêt réel? Alors, ces sports, ils ont un intérêt, mais ils ont un intérêt dans le degré de renforcement musculaire que vous voulez vous infliger ou que vous voulez faire. Et
quand vous faites de l'aquabike, par exemple, le cœur ne va pas travailler et ne va pas pulser de la même façon et vous n'avez pas dépensé ce qu'on appelle la même consommation énergétique. Donc, vous savez, en fait, dans chaque activité sportive, il y a ce qu'on appelle le développement énergétique de cette activité qui est quantifié en MET, M-E-T. C'est la métabolique énergie. Et vous avez des activités qui sont à faible MET et d'autres qui sont à MET plus important. Ce qui compte, c'est que l'état de votre dos en termes de musculation et de souplesse ne soit pas surévalué par rapport à l'activité et à la charge en mètres que demande cette activité. Si vous n'avez jamais fait d'aquabike et que vous vous retrouvez à faire une séance à fond pendant 45 minutes, le dos penché en avant sur le vélo avec les muscles du dos complètement désactivés, c'est sûr que vous risquez, entre guillemets, plus facilement de faire un lumbago en sortant de la séance parce que votre dos n'est pas entraîné à cette activité et vous êtes donné à fond dans une activité que vous ne connaissiez pas. Alors, c'est intéressant parce que Duec, juste à l'instant, nous dit « Je me suis fait hyper mal au dos avec l'aquabike ». Voilà. Donc, encore une fois, c'est une illustration du fait que les choses les plus simples, et on vous parle de dos crawlé et de crawl, de brasse, donc la nage que vous connaissez comme peut-être exercice de référence. C'est vrai qu'en ce moment, les piscines sont fermées, sauf pour celles et ceux qui ont une ALD30, une affection de longue maladie et une prescription d'activité physique adaptée. Alors, terminons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent, et après je vous donne la parole quand même 3 minutes, 3-4 minutes, j'aime bien si des gens veulent prendre la parole directement, mais beaucoup de gens nous demandent quels exercices de musculation. Alors, depuis le début, ce que je vous ai dit, c'est que vous trouverez partout des listes d'exercices de musculation qu'il faut faire, mais on n'a pas voulu justement vous montrer vaguement ce qu'il faut faire parce que vous allez vous faire mal si vous ne savez pas le faire. Mais est-ce que tu peux juste donner le nom de quelques exercices favoris, on va dire, pour protéger son dos si quelqu'un veut ensuite consulter un spécialiste et voir, proposer ce type d'exercice? Alors, dans les exercices qui sont, entre guillemets, que tout le monde connaît, il y a un exercice qui est phare, mais à condition, encore une fois, c'est ce qu'a dit Boris et il a totalement raison, à condition que vous le fassiez dans une bonne posture avec la bonne technicité. Donc, c'est comme quand un joueur de tennis professionnel tape la balle, toutes les angulations et toutes les rotations et toute la position du corps est étudiée de façon fine pour taper cette balle et la mettre à un endroit donné. Et donc, dans les exercices physiques, c'est pareil. Il y a un exercice qu'on appelle le gainage, vulgairement, ou qu'on appelle la planche, par exemple. C'est un très bon exercice à la fois pour contracter les abdominaux, les muscles du dos à une angulation donnée qui demande peu d'effort. Vous pouvez faire le gainage debout sur un mur en reculant un petit peu les pieds et puis petit à petit arriver au sol, mais à condition de le faire sur un tapis adapté, avec un positionnement du dos adapté, un positionnement du rachis cervical, parce que souvent les gens tirent sur la nuque quand ils font le gainage et du coup, ils renforcent une partie du dos, mais ils ressortent de l'exercice de gainage avec des douleurs cervicales parce qu'ils étaient en mauvaise position pendant le gainage. Vous servir de la respiration et pendant le gainage, sur les temps où vous soufflez, contractez les abdos à fond, contracter les muscles lombaires à fond et rentrer le ventre pour faire travailler le transverse. Ça, c'est un exercice type qui est très important, mais vous pouvez faire du gainage sans forcément vous mettre au sol, assis, le dos droit, contracter les abdos à fond, souffler et rentrer le ventre. Ça, c'est un type d'exercice qui est assez intéressant, qui est peu coûteux en énergie et qui peut être un bon éducatif pour commencer. Voilà, donc pour ceux qui veulent des conseils très concrets, qui ne savent pas du tout par quoi commencer, on a parlé de la natation, on a parlé du gainage, et vous pouvez voir, il y a des vidéos, donc si vous n'êtes pas trop fragile, pourquoi pas, avec de bonnes vidéos, apprendre à faire cet exercice. Et pour ce qui est du vélo, tu ne nous as pas dit le vélo, si le vélo penché en avant, parce que tout le monde n'a pas envie d'aller à la piscine. Si on ne veut pas aller à la piscine, on a dit que la course à pied, ce n'était pas forcément l'idéal pour le dos. Donc, ce n'est pas contre-indiqué si on est bien chaussé, avec un amorti, mais il y a quand même un impact pas négligeable. Donc, ce n'est pas le bon exercice pour le dos. Le vélo? Le vélo, c'est intéressant. Il faut que vous gardiez le dos droit, que vos muscles du dos soient contractés pendant le vélo. Il faut bien régler la hauteur de la selle de façon à ne pas modifier votre cambrure entre guillemets naturelle et vous occasionner
des douleurs, il faut choisir une selle qui est adaptée avec parfois un rembourrage en silicone qu'on peut mettre sur la selle parce que ça peut occasionner des douleurs fessières importantes qui peuvent réveiller des douleurs de dos en post-effort. Et surtout, il y a eu une grande mode avec le vélo en musique où on faisait monter les gens, descendre les gens, pédaler contre résistance de façon très importante. Il ne faut pas vous lancer là-dedans si vous n'avez jamais fait ça. Il faut faire du vélo avec au départ sans résistance, la Et, et hauteur donc, de selle bien réglée. et donc plutôt pas du vélo de course alors, où on est penché en avant. Plutôt éviter le vélo de course penché en D'accord. avant, sauf si vous avez l'habitude d'en faire et que vous entretenez votre musculature lombaire à côté pour compenser. D'accord. Et dernière question de ma part, vélo elliptique, est-ce que c'est pas l'idéal? C'est pas mal, le vélo elliptique, c'est très très bien. Ok, on en avait déjà parlé, on a confirmation. Moi, je vais vous remercier et juste avant de donner la parole à Hugues, dire que, en résumé, on a vu, encore une fois, ce magnifique appareil locomoteur cervico-dorso-lombaire avec ton Oscar qui est magnifique. On a vu que cet appareil, voilà, on peut le protéger, on doit le protéger et on a vu que le sport peut provoquer des douleurs si on fait mal les choses. Donc, c'est un médicament et comme tout médicament, il faut que l'efficacité et le risque soient pris en compte. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez donc des douleurs, des craintes, etc., de consulter un spécialiste. Voilà, merci beaucoup Arnaud de ta présence. Et tu fais partie de l'équipe de PUMS, donc on te retrouvera dans nos vidéos qui seront prochainement tournées. Et donc vous les retrouverez d'ailleurs dans le cadre du programme MGFI. Merci beaucoup Arnaud. Merci Arnaud, merci Boris. Dans le cadre de l'activité physique, et bien comme l'ont dit Arnaud et comme l'ont dit Boris, il faut effectivement souvent être encadré. Alors pour les personnes qui souffrent d'une affection de longue durée ou qui ont une maladie chronique, eh bien dorénavant, la MGFI propose un forfait de prise en charge annuel et qui est ouvert dans les 4 offres que propose la MGFI. Donc pour cela, vous avez une prise en charge qui est à votre disposition. Cette prise en charge, il y a juste effectivement un petit élément important qui est à respecter, c'est qu'effectivement, vous devez avoir une orientation qui vous est proposée par votre médecin traitant. Ce médecin donc, eh bien, va sans doute à un moment ou à un autre vous prescrire ce sport sur ordonnance. Vous voyez là le montant des prestations qui sont prises en charge par la MGFI. Donc, ça va de 60 € à 240 € par an. Et si on regarde sur la diapositive suivante, effectivement, vous avez le parcours qui est à votre disposition. Pardon. Qui est à votre disposition et qui vous dit que votre médecin traitant donc, va vous prescrire ces séances d'activité physique. Ensuite, vous devez vous orienter vers un professionnel, soit un kiné, soit effectivement d'autres prestataires dont on a parlé, pardon, un psychomotricien, un éducateur sportif ou un enseignant en activité physique adaptée. Entre les deux, ce que nous vous demandons à la MGFI de bien respecter, c'est qu'au moment de votre consultation chez votre médecin traitant, vous devrez lui faire remplir un petit document qui est à votre disposition sur le site internet de la MGFI, dont je vais vous envoyer le lien à tous dans quelques minutes. Et ensuite, eh bien, nous envoyer en même temps la facture qui vous sera établie par ce professionnel et vous bénéficierez de cette prise en charge, pardon, et bien sûr de cet accompagnement qui est le point le plus important. Je le dis, je le répète, ceci est offert et proposé aux personnes souffrant d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique. Donc, bien sûr, ce n'est pas offert à tous les adhérents de la MGFI, mais effectivement, sans doute ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Au cours de l'année, nous améliorerons encore tout cet accès par une plateforme qui sera à votre disposition au second semestre de l'année, qui s'appelle ViveOptime, et dont nous vous reparlerons prochainement. Pour votre information et pour terminer là-dessus avant de se quitter, nous vous donnons rendez-vous au mois de mai et au mois de juin sur d'autres thématiques. Au mois de mai, ce sera alimentation et activité physique, animé aussi par Boris Ancel. Et puis au mois de juin, la mi-juin, sur activité physique et ménopause. Je vous remercie pour tout cela. Arnaud et Boris, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos remarques là, de nous remercier, ça fait très très plaisir.
Et merci Arnaud et merci à la MGFI. Merci Bien, infiniment. nous souhaitons une bonne soirée. Merci à vous pour votre présence qui a été fort nombreuse ce soir et nous vous donnons rendez-vous bien le mois prochain pour une prochaine visio prévention santé proposée par la MGFI. Bonsoir à tous.